Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, Nicolas Canteloup vient de le définir comme un mélange entre le commandant Cousteau et l'abbé Pierre. C'est pas si faux. Vous recevez Jean-Pierre Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Messieurs, c'est à vous. Nicolas Barré vient de nous dire qu'à Davos, on parle de tout, sauf des ressources et de l'avenir de la mer. Eh bien, on en parle ici. Bienvenue Christian Buchet, bonjour. Bonjour à tous. L'obsession de nous tous aujourd'hui, c'est le chômage. Et vous écrivez que les emplois, les gisements d'emplois sont aujourd'hui dans l'eau, dans les mers et les océans. Absolument, mais c'est déjà une réalité pour la France. L'ensemble des secteurs maritimes aujourd'hui en France, c'est 304 000 emplois, c'est 51 milliards de valeur de production en euros. Alors on ne mesure pas bien. Comparé par exemple à l'industrie aéronautique, c'est 170 000 personnes simplement. Donc le maritime, c'est plus d'emplois que l'industrie automobile, équipementier compris, 224 000 emplois. Donc c'est dire que le maritime tire déjà l'emploi. On ne le sait pas et on ne mesure pas, surtout en France, parce qu'il n'y a pas de politique maritime, tout le potentiel de la mer. Et la mer, c'est un univers en 4 dimensions. C'est le seul univers en 4 dimensions, parce qu'on pense toujours à la mer comme une surface. Oui, il y a la surface, il y a la tranche d'eau, c'est-à-dire la profondeur, il y a les terres du fond des mers, c'est-à-dire 72% des terres du globe, ce sont des terres immergées. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que le sous-sol terrestre maritime est différent en termes de biodiversité des profondeurs de notre sous-sol terrestre. Et apparemment, on le sait depuis peu. Le cœur battant de la France, on a toujours eu l'impression que c'était le Massif central. L'appellation est fausse, effectivement. Le cœur de la France, c'est la mer. Pourquoi ? Parce que c'est la mer qui unit tous les territoires de la nation française partout de par le monde. Et vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, on ne le mesure pas dans ce pays. On représente toujours notre pays avec un hexagone et une très belle île de beauté qui pendouille en bas et à droite. C'est la Corse. Non. C'est un contresens. C'est un contresens. La mer, la France aujourd'hui, c'est la deuxième puissance maritime au monde depuis 1994. Comment elle a grandi ? Jamais. Elle a grandi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que 1515, tout le monde connaît, 1994 moins. Jamais de toute notre histoire, même au plus haut, au plus beau de la période napoléonienne, jamais le pays est aussi grand. Deuxième puissance maritime, pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau droit de la mer qui crée ce qu'on appelle dans le jargon technocratique des zones d'exclusivité économique de 200 000 marins, c'est-à-dire 200 fois 1852 mètres, égale Jean-Pierre Elkabbach 372 km. La moindre terre française, vous faites donc un périmètre de 372 km, ça fait de la France une puissance maritime de 11 millions de kilomètres carrés. Mais on les trouve où ? Dans ce que vous venez de dire, autour de toutes les îles, ce qui veut dire que nous sommes tout juste derrière les États-Unis, loin devant le troisième, qui est l'Australie, qui a 2 millions de kilomètres carrés de moins, et mieux ventilé, c'est-à-dire mieux réparti géographiquement que les États-Unis et l'Australie. Pourquoi ? Parce que nous sommes partout grâce à l'outre-mer. La chance de la France et la chance de l'Europe grâce à la France, c'est l'outre-mer. Il faut une grande politique de l'outre-mer. C'est-à-dire, c'est pas théorique, ce sont de réels emplois. Par exemple, aujourd'hui, François Hollande et le pape François, est-ce qu'ils peuvent être d'accord et dire que la mer peut aider à lutter contre la faim et la pauvreté aujourd'hui ? C'est évident. Vous savez, nous sommes très peu nombreux. On vit une formidable révolution démographique. On n'est que 7 milliards depuis octobre 2013. On va être 8 milliards en 2025 et la population devrait culminer à 9 milliards 1 en 2050. On ne passe pas en termes de protéines. Vous savez qu'il y a une demande de plus en plus de protéines à cause de l'enrichissement mondial, à cause de cette croissance démographique. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 milliards 400 millions de personnes en plus. On peut nourrir 12 milliards, je rassure tout le monde. Il y a les troupeaux de bovins qui peuvent nous aider. Mais justement, aujourd'hui, on a 1 milliard 200 millions de vaches et ce milliard 200 millions de vaches provoque plus de gaz à effet de serre que l'ensemble du transport mondial. Elles polluent les pauvres vaches. Il faudrait, sur cette base-là, compte tenu de la croissance démographique, 2 milliards de vaches en 2025. On ne pourra pas, sauf à faire péter la planète. Donc la solution, oui, c'est pas forcément la pêche, parce qu'il y a des difficultés, c'est certainement l'aquaculture de poissons herbivores. C'est le développement des algues à titre de complément alimentaire. On pourrait éradiquer la malnutrition qui provoque plus de 36 000 morts chaque année. L'optimiste. La France est aujourd'hui, sans le savoir, et donc une puissance maritime mondiale. La deuxième puissance maritime mondiale, mais elle n'a pas de politique maritime. Et une puissance du Pacifique. Parce que vous dites, quand on vous parle de crise, vous répondez mutation. La géographie, l'histoire ont connu 3 époques. Le temps de la Méditerranée. Alors, c'est-à-dire, oui, en gros, le temps de la Méditerranée, c'est le temps de l'Antiquité, c'est le temps du Moyen-Âge, toutes les grandes civilisations, les Phéniciens, l'Égypte. Même les Vikings sont allés en Méditerranée. Le temps de l'Atlantique qui va de la Renaissance jusqu'à il y a 10 ans. Depuis 10 ans, nous sommes rentrés dans un troisième temps de l'histoire, qui est le temps du Pacifique. Et vous savez, l'historien à la base que je suis, Jean-Pierre Elkabbach, a toujours remarqué qu'à chaque fois qu'on change de période, il y a 30 années décisives. Vous savez, c'est comme un joueur d'une partie de cartes. Entre le moment où on reçoit ses cartes, le moment où la partie commence, on regarde son jeu, les atouts, les points faibles, pour mieux s'y préparer. Ça fait 10 ans que ça a commencé. Il y a 20 ans pour être optimiste. Et en quoi la compétitivité, Christian Buchet, recherchée aujourd'hui de tous côtés, peut-elle dépendre du maritime, de la mer ?
Alors ça ne se dit jamais parce que le thème de la compétitivité revient tout le temps, mais on parle jamais de la mer. Alors en quoi elle peut nous aider? Savez-vous, je vous donne des chiffres qui sont effarants. Tout passe par des conteneurs. 2 conteneurs sur 3 qui arrivent et qui partent de France passent par des ports communautaires qui ne sont pas français. Anvers est le premier port français. Anvers, Hambourg et Rotterdam. Pire, la région PACA. 1 conteneur sur 2 qui arrive ou qui part de la région PACA arrive par ces mêmes ports, Anvers, Hambourg et Rotterdam. Quand vous savez que l'acheminement, par exemple, entre Anvers et la Provence coûte 4 fois plus cher que le même acheminement de ce même produit entre Shanghai et Anvers, ça veut dire quoi? Que toutes nos entreprises, et quelle est l'entreprise, y compris européen, il y a des biens matériels ici, qui n'a pas besoin d'importer ou d'exporter, nous payons tout plus cher. Mais à quoi servent nos 2 ports, Le Havre et Marseille? Ce sont de remarquables infrastructures, magnifiquement gérées, mais ce sont des cul-de-sac. Pourquoi? Les infrastructures sont là, mais ils ne sont pas reliés, ces ports, suffisamment à l'intérieur. Vous savez, Le Havre, en 1936, on mettait 1h40 pour faire Paris-Le Havre. Aujourd'hui, c'est 210. Et un conteneur qui arrive du Havre à Paris, c'est 6 km/h. Et c'est pourquoi vous dites, et c'est un bon thème pour la campagne municipale, que Paris... vous souhaitez que Paris devienne le Grand Paris, donc un port au Grand Paris. Si Paris ne devient pas une capitale maritime quelque part, nous ne pourrons pas connaître de développement économique. Il faut imaginer un canal Seine-Nord. Vauban en rêvait déjà. Alors, il y a de la concurrence, et surtout avec la Chine, vous l'avez dit, elle construit des méga pétroliers et des porte-conteneurs, et elle devient, et c'est ça qui est surprenant, une hyper-puissance maritime. Imaginez, le PIB... les activités maritimes chinoises comparées au PIB, c'est 16,9%. Pas mal pour un pays qui était fermé. 16 pour les Chinois. On est entre 16,9%, nous Européens entre 3 et 5%. La France, 2,75%. France, deuxième pays maritime au monde. On est en deçà des autres pays européens. Quels sont les atouts de la France? La mer, mais une politique maritime. Je vous donne un exemple. Vous savez, les terres rares, on en parle de plus en plus, ce ne sont pas des terres, ce sont des métaux. 17 métaux stratégiques qu'on a tous dans nos iPhones, nos ordinateurs, même dans les éoliennes. Aujourd'hui, 95% des terres rares sont exportées par les Chinois qui s'apprêtent à en faire une arme politique. Des chercheurs japonais ont découvert avant l'été que dans la zone d'exclusivité économique maritime française, à l'est de la Polynésie, nous aurions potentiellement 20 ou 30% des terres rares mondiales. Voilà de quoi réussir peut-être la pause fiscale. Et ça créera 10 à 20 milliards d'euros chaque année dans les 5 ans. Explorer, exploiter toutes ces richesses, c'est de la grande politique. Mais il y a l'énergie aussi. Les énergies, les éoliennes, les hydroliennes, etc. Oui, mais il y a mieux encore. L'énergie thermique des mers également. C'est-à-dire la et nous sommes le pays le plus en pointe grâce au Grenelle de la mer qui a été lancé il y a quelques années. C'est jouer sur le différentiel de température entre les eaux profondes, où que nous soyons à 1 km de profondeur, c'est 4 degrés. En surface, ça dépend où nous sommes. Ça crée un phénomène de mouvement qui se traduit en électricité. C'est-à-dire que demain, la mer va nous donner l'énergie, et l'énergie permettant de dessaler sa propre eau. Et alors, le moment est venu d'avoir une stratégie pour les mers, une tête, c'est-à-dire un ministre proche de l'Élysée, parce que c'est chez le président de la République, quand on comprend bien, que réside l'autorité pour miser sur l'aventure et les chances de la mer. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a 11 gros ministères impliqués dans le champ maritime, donc aucun d'eux n'ose prendre l'initiative. Il n'y a pas de portage maritime, il n'y a pas de portage politique au niveau de la mer. C'est notre chance, c'est notre véritable atout. Il faut qu'au plus haut niveau de l'État, les océans, on se tourne vers la mer, emplois, parce que c'est de l'emploi tout de suite, à commencer par nos ports et à travers toutes ces activités. C'est le général de Gaulle qui disait la mer par où les pires dangers peuvent menacer les États, mais sur laquelle il n'est pas de grandeur. Merci d'être venu. Merci Christian Buchet. Je rappelle le nom de votre livre, Cap sur l'avenir à contre-courant. Les raisons d'être optimiste, ça fait du bien. C'est aux éditions du Moment. Dimanche, le grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde, avec un invité exceptionnel qui va sortir de prison d'une minute à l'autre, Jean-Pierre Cabache. Voilà, et il va sortir d'une manière conditionnelle de 38 ans de prison. Philippe El Chenaoui retrouve la liberté en ce moment. Et bien dimanche, il sera là pendant les 3 heures qu'il a d'autorisation pour sortir de chez lui, en direct. Il témoignera sur la prison, l'insertion et la justice. Rendez-vous dimanche, le grand rendez-vous exceptionnel encore ce dimanche avec Jean-Pierre Elkabbach.